Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 9e édition du Congrès méditerranéen du sommeil. Bienvenue à Fès et merci d'avoir choisi cet atelier sur la somnolence résiduelle sous PPC qui va nous être présenté par Dr Maxime Patou. Alors vous avez... Pardon ? Qui vient d'Angers. Qui vient d'Angers. Alors vous avez 1h30 et c'est un atelier qui se veut pratique, donc n'hésitez pas à l'interrompre et à poser vos questions. Merci. À vous. Merci à vous d'être là. Alors effectivement, il y a eu des petites variations. Donc moi, je travaille à la Pitié-Salpêtrière dans le service des pathologies du sommeil. Et du coup, on va discuter de la somnolence résiduelle sous PPC. Donc on va d'abord les conflits d'intérêts. Dans les conflits d'intérêts, bon, vu que c'est sous PPC, tout ça avec les prestataires, c'est pas forcément. J'ai juste fait en 2023 un séminaire pour Dias pharmaceutical de formation, qui est le seul qui est vraiment en lien avec des médicaments dans le... Alors le plan que je vous propose de suivre, avant qu'on attaque un petit peu les ateliers et les discussions de cas, c'est de revoir un petit peu comment on va faire l'évaluation des symptômes des patients, parce qu'effectivement cette plainte, elle s'intègre dans une prise en charge globale des patients, et donc on a certes un patient avec un SAS, certes une machine, mais il y a la manière dont on va examiner la plainte qui est importante. Ensuite, on va discuter un petit peu des explorations et de la stratégie qui a été proposée, notamment dans la conférence de consensus qui a été publiée par la Société de sommeil il y a maintenant 2 ans, si je me souviens bien. Et puis après, on discutera un petit peu des différentes molécules, sachant que personnellement, mon expérience, c'est de ne pas souvent les prescrire, parce qu'au final, vous allez voir qu'avec les différentes étapes qu'on peut avoir, eh bien, quand on a serré un petit peu tous les problèmes, les vrais cas de somnolence résiduelle sous PPC qu'on va qualifier de réels, eh bien, ne sont pas si fréquents que ça, et que ça va être souvent des problèmes de comorbidité qui vont rentrer là-dedans. Alors, la première question, et c'est un problème qui est un peu récurrent dans la médecine du sommeil, c'est effectivement de comment on va définir la somnolence et comment est-ce qu'on va éventuellement utiliser juste l'interrogatoire. Et à ce moment-là, ça doit être un interrogatoire qui est effectivement policier en distinguant bien les différents éléments. On peut bien évidemment s'aider d'échelles, et puis on verra justement dans ces échelles lesquelles sont un peu classiques. Je ne vais pas vous parler en long et en large de l'Epworth, mais justement de ce qu'on peut avoir comme alternative pour être parfois un peu plus rapide. Et puis après, on discutera un peu des tests objectifs qu'on peut avoir dans ces situations, avec la question de quand est-ce qu'il faut les faire. Et peut-être que vous verrez qu'à la fin de tout ça, on se dira que les tests ne sont pas extrêmement indispensables dans tous les cas, et qu'avec un bon interrogatoire, on peut quand même avoir beaucoup d'informations. Alors effectivement, la première question, et surtout quand on a des patients qui sont passés du stade de j'ai une somnolence à cause de mon syndrome d'apnée du sommeil, et de ce fait j'ai vraiment des problèmes, et bien quand ils vont être appareillés, et là on va se placer plutôt dans la perspective un petit peu longue, et bien on va vivre la vie d'un patient avec les différents éléments, et donc il peut se retrouver dans des situations où il va avoir effectivement une récidive de ces symptômes, ou alors il va avoir d'autres symptômes qui sont typiquement de l'asthénie, mais qui va rattacher un petit peu à des troubles du sommeil, bien que ces derniers soient corrigés. Et donc, dans les éléments qu'on va effectivement bien préciser, c'est quelle est la typologie, et vraiment s'assurer que c'est vraiment une somnolence à proprement parler, avec des besoins fréquents de s'endormir, avec une amélioration quand même par le sommeil, pas de problème psychologique majeur, et après on a tout ce qui est du côté de l'asthénie. Un autre élément qui est important à prendre en compte, c'est est-ce qu'il y a eu une période au moment où vous avez fait le diagnostic et au moment où vous avez commencé le traitement, où ça allait mieux. Parce que si le patient est arrivé, alors surtout quand on a un IH à 35 et qu'on a un patient dépressif par exemple, eh bien on peut se dire qu'une partie de ces symptômes est expliquée par les apnées du sommeil et que sa somnolence elle est possiblement multifactorielle. Mais si le patient n'a pas eu d'amélioration complète mais qui était déjà dépressif, ça va être un peu compliqué. Par contre, si vous avez des patients qui étaient somnolents, qui ont eu la PPC et qui après redeviennent somnolents, eh bien pareil, ça change un petit peu les cadres nosologiques, et on en reparlera un petit peu après des différentes causes qu'on peut évoquer. Donc effectivement, cet interrogatoire, on connaît bien ça sur la partie initiation du traitement, avant l'initiation du traitement, mais c'est important de maintenir cette rigueur aussi dans le suivi
et de bien détailler les choses. Donc, dans les scores, vous connaissez tous l'échelle d'Epworth, ça c'est pas un souci. Nous, on utilise souvent dans le service ce petit complément qui a été développé par Opsom, qui en fait décrit vraiment la somnolence dans les situations actives, donc sur la route en conduisant, pendant le repas en mangeant, en travaillant ou en exerçant une activité domestique. Alors ça, c'est plus fréquemment quand même des troubles qui vont survenir chez des patients qui ont des hypersomnies, avec des hypersomnies idiopathiques ou bien secondaires à une narcolepsie. Mais quand vous avez ça qui apparaît chez des patients avec des apnées du sommeil, eh bien ça peut être aussi intéressant. Nous, on a surtout le problème en conduisant qui va survenir fréquemment. Après, en mangeant, ça commence à devenir des phénotypes un petit peu particuliers. Donc ces échelles restent utiles, et puis c'est bien aussi, quand en général vous l'avez fait avant de commencer le traitement, d'utiliser ça pour montrer l'évolution. Et donc nous, on demande à nos patients de les remplir à chaque consultation. Alors c'est de l'auto-questionnaire pendant la salle d'attente, et on a cette information, ça se calcule assez rapidement, et comme ça on peut voir assez facilement les changements temporels. Et dans le score d'Epworth, vous savez qu'il y a des variations aussi qui vont être liées à la qualité du sommeil, etc. Et que donc des variations de 2 points, 3 points ne sont pas forcément très gênantes. Une variation qui est supérieure à 3 points, ça commence à devenir cliniquement pertinent. Donc ça permet d'avoir effectivement ce screening assez rapide. Ensuite, l'autre élément, et ça c'est les collègues de Bordeaux qui ont beaucoup développé ça récemment, c'est l'échelle BOSS. Alors l'idée de Bordeaux, vous savez qu'ils travaillent beaucoup sur le risque d'accident de la route avec toute cette dimension épidémiologique, et donc ils ont développé cette échelle qui a l'avantage aussi d'être relativement simple, et à partir du moment où vous avez une échelle de BOSS qui est supérieure ou égale à 3, donc vous avez ici les critères, donc c'est le nombre de kilomètres, le fait d'être un homme, le fait d'avoir de la somnolence à l'arrêt, et puis après la fréquence et l'intensité de la somnolence, eh bien ça vous permet d'évaluer un petit peu les choses et le risque de accident. Pourquoi c'est important de faire ça? C'est parce que, bien évidemment, dans le contexte des chauffeurs routiers, des chauffeurs de poids lourds, ça peut être un problème. Et puis, parce que, au final, quelle va être la conséquence de la somnolence? Eh bien, ça va être l'accident de la route. Et donc, c'est bien d'évaluer les symptômes, mais aussi d'évaluer l'urgence à prendre en charge et à explorer. C'est pas pareil d'avoir un patient qui a une somnolence avec peu de risque accidentel, avec peu de retentissement sur sa vie. Vous pouvez à ce moment-là vous donner un petit peu de temps d'explorer, peut-être attendre que son évolution professionnelle, s'il a des conflits au travail, s'améliore avant de lancer toutes les batteries d'examen. Et donc, vous allez essayer d'identifier et vraiment de déterminer, c'est ça qui est important, c'est que cette somnolence, elle est réelle avec un impact clinique sur le patient, et que donc, ça va gêner sa qualité de vie, et qu'elle est stable dans le temps, qu'elle n'est pas saisonnière, et donc ça, c'est plutôt de la dépression saisonnière, mais vraiment quelque chose qui va être stable. Et donc après, vous pouvez vous poser la question de faire des tests, et donc vous avez différents tests, vous connaissez bien les tests de maintien d'éveil qui permettent de distinguer effectivement les différents groupes de patients avec le temps d'endormissement, au TME et le risque de comportement inadéquat sur la route. Alors là, le comportement, c'est sur un simulateur. Et donc vous voyez que quand vous avez une somnolence extrêmement importante, un endormissement extrêmement rapide au TME, eh bien vous avez beaucoup plus de risque d'avoir des croisements de lignes quand vous conduisez votre voiture, et que malgré tout, vous voyez que ceux qui ne s'endorment pas, ils ont quand même des petites erreurs de conduite. Et donc, ça n'est pas forcément complètement libre. Le test de conduite, il est quand même assez intéressant. Alors, aujourd'hui, il y a des outils qui coûtent extrêmement cher, de simulation de conduite normée, etc. Donc, c'est difficile à mettre en pratique, mais j'aime bien cette diapo parce qu'elle illustre bien ce que c'est un petit peu l'impact que vous allez avoir avec la somnolence. En haut, c'est les écarts par rapport à la ligne. Et donc, vous savez que quand on conduit, on a souvent des petites corrections de trajectoire en permanence. Donc, c'est normal d'avoir une petite variation. Et vous voyez en bas le patient qui a de la somnolence avec, quand vous avez le C qui va être ici, vous avez les changements de ligne, et vous voyez que la trajectoire, elle est assez aléatoire. Donc, savoir peut-être juste poser la question du croisement de ligne, ça peut être une information, et ça, les passagers de la voiture peuvent vous le décrire assez rapidement. Et je suppose que vous avez déjà vu sur des autoroutes des camions qui font un peu comme ça. On n'est jamais très rassuré, et on essaie de ne pas rester trop longtemps derrière eux, tout en faisant bien sûr attention au reste.
Donc ensuite, eh bien, si vous voulez vous lancer dans les tests, vous avez donc les TME et les tests de latence d'endormissement. Je rappelle juste ici, mais vous savez bien qu'il faut que le test de latence d'endormissement soit après une bonne nuit de sommeil. Donc nous, en général, alors, nous, dans notre centre, on est à Paris et donc il y a beaucoup de bouchons le matin, des gens qui viennent un petit peu loin. Donc en général, nous, on demande aux patients de venir dormir une nuit chez nous avant de faire leurs examens du sommeil. Comme ça, on est sûr qu'au moins, ils ont à peu près passé une nuit normale. Alors c'est sûr que l'hôpital, c'est pas le meilleur endroit pour dormir. Mais nous, ça nous permet comme ça de vérifier pendant la première partie de l'examen, donc pendant la nuit, de s'assurer que le patient a un SAS qui est bien contrôlé de manière effective et donc de vérifier tous les problèmes d'apnée résiduelle, de micro-réveil, etc., qui pourraient contribuer à la somnolence. Et après, on leur fait, alors, plutôt en général les TME que les TIL, mais ça, on va le revoir après. L'avantage des TIL par rapport aux TME, justement, c'est que les TIL, ils sont beaucoup moins sensibles à la motivation, ils reflètent plus facilement la pression de sommeil. Et vous voyez ici que selon vos résultats que vous avez au test de maintien d'éveil, si au test de latence d'endormissement, pardon, si vous vous endormez extrêmement rapidement en moins de 5 minutes, eh bien, vous allez encore une fois avoir beaucoup plus d'accidents de la route dans l'année précédente, comparativement aux gens qui n'ont pas ces problèmes-là. Pour les TME, on a un vrai problème de validité sur le scoring du TME, et donc ça, vous avez cette étude qui a été faite par un étudiant en thèse qui va devenir médecin et que vous inviterez probablement en congrès prochainement, Pierre Tanquéré, qui a donc regardé un petit peu les différences de classement sur des TME. Et c'est vrai que le TME, c'est un examen où va y avoir une certaine variabilité qui peut être quand même assez importante. Vous voyez que les barres d'agrément sont aux alentours de 10 minutes, ce qui veut dire que quand vous rendez un test avec sur 40 minutes, eh bien, vous pouvez avoir quand même des variations extrêmement importantes, ce qui pose un problème pour les patients. Et donc là, l'équipe de Bordeaux a initié un PHRC pour justement tester la reproductibilité de ce test. Et donc nous, on fait revenir les patients une deuxième fois à 3 semaines d'intervalle pour voir si un même patient a les mêmes résultats. Aussi, donc avec une relecture qui va être centralisée, parce que pour les patients, ça a des conséquences médico-légales importantes, ça peut les empêcher de travailler, et puis s'ils décident quand même de travailler, eh bien, ça peut leur mettre un risque d'assurance sur leur assurance et leur prise en charge en cas d'accident. Et puis, bien évidemment, c'est un risque pour tout le monde. Et donc, dans les manières dont on a on peut évaluer un petit peu les conséquences de ça, c'est combien les patients prennent de café. Donc c'est la consommation de caféine d'une part, mais vous savez que le caféine, le café ou le thé, c'est un peu old school maintenant, et que tous les gens maintenant prennent du café plus du Red Bull. Et donc le Red Bull, qu'est-ce que ça va avoir en plus ? Ça va avoir 10 grammes de sucre en plus, ce qui va bien évidemment contribuer à stimuler, à lutter contre la somnolence. Et les conséquences au long terme de ces consommations, eh bien, il n'y a pas encore de données parce que c'est relativement récent, mais vu que ça vous fait des pics glycémiques, que ça vous fait quand même des pics tensionnels si vous en prenez un peu trop, il n'est pas complètement exclu que dans le futur, on ait beaucoup plus, déjà on en a beaucoup plus, mais que ça continue d'avoir beaucoup plus de prédiabète ou de pathologies métaboliques, parce que quand vous faites des pics de sucre comme ça, eh bien c'est extrêmement mauvais sur le long terme sur l'émergence de la résistance d'un syndrome de résistance à l'insuline. Et donc, si votre patient, non seulement il prend du café, alors le café, il n'y a pas trop de conséquences sur une surconsommation, même si on peut avoir des palpitations. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un travail dans le JAMA récemment qui a montré que vous pouviez, même si vous aviez de la fibrillation auriculaire, vous pouvez continuer le café et ça n'allait pas augmenter le risque de récidive, ce qui m'a beaucoup rassuré. Et l'autre élément, c'est que la consommation de caféine ou de théine à hauteur de 2-3 tasses a plutôt un effet bénéfique sur le risque cardiovasculaire. Donc c'est des études qui nous rassurent tous. Je ne pense pas qu'on puisse dire la même chose sur le Red Bull et donc voir un petit peu les conséquences de ça. Moi, en interrogeant les patients, on voit quand même qu'il y a beaucoup plus cette habitude qu'il y avait avant, et je pense que c'est mauvais pour leur santé en général, donc il faut essayer d'identifier ça, parce que c'est une conséquence délétère. Ensuite, et je reviens un petit peu sur le fait de pourquoi il faut bien se rappeler de l'évaluation
des patients, eh bien, vous voyez que quand on reprend des grandes cohortes, donc là c'est la cohorte des Pays de la Loire que Wojciech vous présente, donc c'est une cohorte qu'on connaît bien, et bien quand on reprend un petit peu tous les patients, eh bien, vous voyez qu'il y a quand même un bon quart des patients qui sont dans la colonne qui est complètement à gauche de la slide, de patients qui sont minimalement symptomatiques, et même ceux qui ont un sommeil fragmenté, vous voyez que leur Epworth il est à 6 à 7 en moyenne, et donc on a vraiment une bonne moitié des patients qui ne vont pas se plaindre forcément de somnolence, et donc c'est vraiment important d'avoir la question du symptôme initial qui a motivé la prise en charge de PPC, parce que si vous avez un patient pas somnolent et qui avait peu de symptômes de SAS, qui a été par exemple diagnostiqué de manière un petit peu largue à manu dans le cadre d'un dépistage des comorbidités cardiovasculaires. Donc nous, typiquement, c'est nos collègues de nutrition qui font beaucoup ça, des patients en situation d'obésité qui viennent pour un bilan d'une semaine, ils sont hospitalisés, ils ont une polygraphie sans qu'il y ait de vraies indications, donc on est vraiment dans du dépistage, et puis ils retrouvent un IH à 35, et après ils nous appellent en disant, bah voilà, est-ce qu'on l'a pareil? Donc en général, on discute, on va parfois et assez souvent quand même essayer un traitement, parce que l'évaluation des symptômes est parfois un peu difficile, mais on est vraiment dans cette situation-là de gens qui ont un syndrome d'apnée du sommeil sans somnolence, et la question peut se poser de les traiter, puisque s'il n'y a pas de symptômes, d'une part, ils ne vont pas être observants, mais ça, on peut le savoir assez rapidement en essayant le traitement, et d'autre part, ils n'ont probablement pas de bénéfices sur le long terme, et donc au final, un patient qui n'était pas somnolent au début, vous lui mettez une PPC qui va créer des fuites, qui va créer des choses, eh bien vous avez une explication extrêmement simple à la somnolence qui va être engendrée. Dans la majorité des cas, ce profil de patient va déjà spontanément arrêter sa machine, et ce sera plutôt un patient qui viendra pour inobservance. Ouais. S'il vous plaît, s'il y a des comorbidités importantes. En tout cas, dans les données... Moi, avec Wojciech, on est assez raccord sur le sujet. Même si un patient a des comorbidités cardiovasculaires importantes, etc., le traitement de la PPC, par PPC, c'est un traitement qui fonctionne extrêmement bien. C'est un traitement qui est extrêmement chiant aussi, parce qu'on dort avec un truc sur le nez, etc. Et donc, moi, je ne connais pas de patients. Alors, après, voilà. J'en connais, on en connaît tous, de patients qui n'ont aucun bénéfice et qui sont observants 8 heures. C'est impossible parce que c'est trop pénible. Déjà, rien que les traitements antihypertensifs, il y a 25% des patients qui prennent leur traitement de manière régulière. Et donc, un patient qui va pas prendre, qui prend sa PPC régulièrement, il y a deux solutions. Ou bien vous l'avez terrorisé. Mais je pense que la peur, ça marche pendant 3-4 mois, pendant 6 mois, peut-être pendant 1 an, et qu'après, de toute façon, ils vont arrêter. Et ça marche chez les patients qui ont un bénéfice. Et parfois, les patients vont dire, j'ai pas de symptômes, vous mettez la machine, et ils finissent par vous dire, ah ouais, quand même, je suis un peu plus en forme, j'ai un peu plus à peine. Donc, ils vont pas dire vous aviez raison parce que les gens ils sont fiers, mais ils vont dire peut-être c'est un peu mieux. Et du coup, là, et c'est pour ça qu'ils sont observants. Un patient qui n'a pas de symptômes, il se fallera jamais de mettre une machine pendant toute la nuit parce que ça va l'empêcher de dormir. Et du coup, traiter un patient avec une PPC qui n'a pas de bénéfice symptomatique, ça va induire des perturbation du sommeil, c'est-à-dire qu'il va devenir le sommeil va lui créer un stress, il va aller se coucher, essayer sa PPC pendant une demi-heure, arrêter, donc ça va retarder son temps d'endormissement, ça va lui créer de l'anxiété par rapport au sommeil, vous allez créer de l'insomnie réactionnelle, et au final, vous allez complètement créer de l'irrégularité dans le sommeil, et au final, être probablement délétère. Je ne sais pas s'il l'a publié, Wojciech, mais il a montré que les patients qui ont une observance entre 2 et 4 heures sont ceux qui ont plutôt une augmentation du risque cardiovasculaire par rapport aux autres. Et donc, vaut mieux ou bien ne pas du tout s'en servir, ou bien s'en servir, plutôt que d'être dans cette zone-là où au final le sommeil devient irrégulier. Donc ensuite, il faut essayer, on peut aussi identifier et regarder quels sont les facteurs qui sont associés à l'émergence d'une somnolence. Et ce qui est intéressant de voir, c'est des papiers qui sont, le prochain et les prochains seront un peu plus anciens, mais vous voyez qu'au final, on détermine déjà un certain pattern, notamment dans les différences dans la somnolence. Il y a bien évidemment, et c'est la somnolence objective, on a l'index d'apnée-hypopnée, donc plus le SAS est sévère, plus le patient a des chances d'avoir un retentissement, et donc vous avez, plus de chances d'avoir un bénéfice.
Vous voyez que le fait d'être âgé va être également un facteur qui va être associé à la survenue d'une somnolence. Et enfin, les questionnaires de dépression sont également associés. Et donc là, on voit bien que dans tout ce qui va être les risques et les facteurs associés à la somnolence, il y a les pathologies psychiatriques qui rentrent en compte. Et quand on regarde sur leur analyse multivariée les facteurs de risque associés à la persistance d'une somnolence sous PPC, une fois que vous avez débuté le traitement, eh bien, vous voyez que le fait d'être un homme est plutôt un facteur qui est un facteur aggravant. Les femmes ont plutôt un bénéfice et donc elles ont moins de risque de somnolence. Les patients qui sont à moins de 4 heures, eh bien, vous les avez traités à plus de 4 heures, pardon, et donc les patients ont moins de risques, et à l'inverse, ceux qui ne sont pas observants ont un meilleur risque. Et puis bien évidemment, le facteur de risque principal, ça va être un score d'Epworth très élevé au début. Et effectivement, si vous avez un patient qui a un score d'Epworth à 22, vous pouvez traiter son SAS, il est très probable que vous ayez une somnolence résiduelle qui reste. Et donc, tout ça, ça va être souvent associé à des comorbidités qu'il va falloir explorer. Et quand même, un des vrais problèmes, c'est que le syndrome d'apnée du sommeil, c'est une maladie extrêmement fréquente, avec 1 milliard d'individus qui seraient atteints. Alors, dans ce 1 milliard d'individus, il compte les IH supérieurs à 5, et donc là, on est sur la question du SAS, enfin de l'élévation de l'IH, et c'est un peu différent du syndrome d'apnée du sommeil. Mais ceci dit, il faut quand même se dire que, et c'est pour ça, moi, je ne suis jamais très choqué. En plus, en France, on a un système de santé qui permet ça, et donc peut-être que je module un peu si les gens ont besoin d'essayer. Je m'approche. Mais vous voyez que la PPC, ça a un bénéfice sur la somnolence dans tous les groupes. Et donc, vous avez ici les patients qui sont sur la droite de la diapositive, les patients qui avaient une somnolence initiale. Et donc, vous voyez que leur score d'Epworth, il est à 14 en moyenne, et donc ils vont devenir pas somnolents. Vous avez une grande magnitude d'effet. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir dans le groupe des patients qui ont un score inférieur à 11 au début de la PPC, eh bien, vous voyez qu'ils sont aux alentours de 8, mais en leur donnant la PPC, vous avez une amélioration qui est quand même significative, puisque après 1 an de traitement, ils ont 4. Donc, ce n'est pas parce que vous avez un score d'Epworth normal qu'il n'y a pas une somnolence derrière, et donc il faut toujours interpréter ce score d'Epworth un petit peu en fonction de la plainte du patient. Et on peut être somnolent avec une plainte normale, et la raison pour laquelle on peut être somnolent avec un Epworth normal, c'est parce qu'on a un retentissement sur sa vie, et que, par exemple, on est trentenaire, quadragénaire, et qu'on a plein de trucs d'activité, que là, la moindre somnolence va avoir un retentissement important. Ensuite, un autre élément qu'il va falloir vraiment évaluer, et donc ça c'est important, c'est tout ce qui est la réponse au traitement. Et donc là, vous avez cette étude de cohorte où ils ont évalué le changement de différents paramètres, et je trouve que c'est intéressant parce que ça associe à la fois une évaluation objective avec le test de latence d'endormissement et aussi des questionnaires qui sont bien évidemment plus facilement accessibles. Et vous voyez que l'amélioration, elle est clairement très corrélée à la durée d'utilisation, avec vraiment une évolution qui est parallèle. Et à partir de 6 heures, c'est là où vous avez un effet plateau. Et donc, en gros, la recommandation, et on en reparlera tout à l'heure, c'est de se dire que pour qu'on ait de la somnolence résiduelle sous PPC, eh bien, il faut qu'on ait atteint les 6 heures d'utilisation. On parle beaucoup du seuil de 4 heures. En France, c'est un seuil de remboursement. Vous voyez que quand vous êtes à 4 heures, donc c'est le milieu du tableau, eh bien, en gagnant encore 2 heures d'observance, ce qui correspond quand même à 2 heures de sommeil sans apnée, c'est vraiment pas rien, c'est une augmentation de 50% de la durée de sommeil, eh bien, vous avez une amélioration de encore 20% de la somnolence. Et donc, c'est vraiment important de rappeler aux patients que ce n'est pas 4 heures, c'est pendant la durée de sommeil, et qu'une fois qu'ils ont atteint la durée de sommeil, c'est là où on peut parler de somnolence résiduelle sous PPC. Et donc, la somnolence résiduelle sous PPC, elle n'est pas toujours présente au diagnostic, bien évidemment, et ça oriente beaucoup justement sur les étiologies qu'on peut avoir. Ça peut avoir un retentissement extrêmement important, mais surtout, ça peut être secondaire à votre traitement et primum non nocere. Il faut pas nuire au patient et donc se poser effectivement toutes les bonnes questions. Donc dans la démarche, donc ça c'est un petit peu la partie introductive. Moi ce que je vous propose de voir maintenant, c'est un petit peu la démarche diagnostique. Et donc là je vais suivre un petit peu ce qui a été recommandé par la Société de médecine du sommeil.
Et effectivement, la première question qu'on va se poser sur des questions de somnolence, c'est quelle est l'hygiène de sommeil et quelle est la régularité du sommeil. Et donc vous avez ici, grâce à l'utilisation de la PPC, vous avez un outil qui est extrêmement utile puisque vous savez quand le patient met sa PPC, quand est-ce qu'il la retire au cours de la nuit. Vous pouvez voir les horaires de coucher, les horaires de lever, la régularité des horaires de sommeil, et donc c'est extrêmement puissant. Attention, c'est pas parce qu'on met une PPC qu'on est en train de dormir, et parfois c'est même un petit peu l'inverse, et donc il va falloir utiliser ça. Mais vous voyez qu'ici, on est clairement sur le pattern d'un patient qui a une durée de sommeil qui n'est pas suffisante et qui a des gros rattrapages pendant les périodes de week-end où il ne travaille pas. Donc la démarche diagnostique, quand vous allez avoir un patient qui va venir s'adresser à vous, eh bien, je pense qu'il va falloir effectivement aller rechercher des drapeaux rouges qui sont des drapeaux rouges sur le retentissement de la maladie et sur la typologie du patient, et puis après des critères qui doivent vous faire tiquer. Un patient qui vient avec une plainte de somnolence résiduelle sous PPC, mais qui avait un IH initial inférieur à 30, eh bien c'est probablement que l'apnée du sommeil n'était pas symptomatique ou n'était pas la cause principale des symptômes, et donc il va falloir évaluer ça, et puis aller rechercher par contre des signes aussi en faveur d'une hypersomnie centrale, avec un allongement du temps de sommeil, avec des signes en faveur d'une narcolepsie, etc. Donc dans les drapeaux rouges, on a effectivement ces risques pour le patient, et ça c'est important d'interroger sur la profession, sur le nombre de kilomètres parcourus. Donc quand on est à plus de 20 000 km par an, ça augmente le risque d'accident. Et puis une question simple, est-ce qu'au cours de l'année vous avez eu un presque accident? Est-ce que vous avez rattrapé une ligne? Est-ce que vous avez dit oula, j'ai failli me prendre la barrière là? Ou alors est-ce que vous avez eu un accident? Ça c'est extrêmement sensible. Et s'il y a un pré-accident qui est en rapport avec de la somnolence, ce n'est pas les gamins qui vous ont tiré derrière ou qui ont hurlé, qui vous ont fait dévier. Si c'est lié à la somnolence, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème et un impact et qu'il va donc falloir adresser ce problème. Et puis, encore une fois, il faut évaluer tout ce qui va être le retentissement sur la qualité de vie, parce que c'est pas marrant d'être somnolent, ça limite les activités, on ne va pas au cinéma, on ne va pas au théâtre, on ne voit pas la fin des films, et donc on ne connaît jamais comment l'histoire se termine. Il y a bien évidemment un retentissement professionnel important qui peut exister. Moi, j'avais un patient qui a vraiment été exécrable avec ses collègues. Alors, c'était avant un traitement PPC, mais elle m'a dit, mais depuis la PPC, mes collègues m'adorent. Et donc la somnolence, ça peut vraiment retentir. Et puis après, le retentissement familial, bien évidemment, qui peut découler un peu de tout ça. Donc la première étape, c'est vraiment l'évaluation clinique. Et donc là, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. On a vraiment tous les outils avec cette recherche de risque accidentel, la recherche de drapeau rouge, j'ai une narcolepsie, j'ai des choses comme ça où le patient n'avait pas un IAH élevé, les questionnaires pour évaluer par les PORS et par la BOSS ce que vous avez, et puis si c'est un patient qui vient pour un motif de consultation de somnolence, avoir un agenda de sommeil sur 2 semaines et le rapport d'utilisation de la PPC, ça peut être utile. Et après, la question, c'est une fois que vous avez à peu près débroussaillé ça, que vous vous êtes dit que le patient, il avait quand même un problème, la question, c'est ce que vous allez faire, quels examens vous allez faire. Et donc, dans la conférence de consensus qu'on a proposée, c'est une place assez précoce de l'examen par polysomnographie. Donc ça, on peut tout à fait en discuter. Je ne suis pas sûr que ça soit forcément utile aussi rapidement, mais la conférence de consensus essaye d'adresser le problème. Enfin, c'est une vision très macroscopique, et donc on verra qu'on peut assez souvent, je pense, se sortir sans polysomnographie. La polysomnographie, elle est indiquée en l'absence de causes évidentes, et vous allez voir qu'au final, dans les causes évidentes, il y en a quand même pas mal qu'on peut adresser sans polysomnographie. Et donc ça, il va falloir aller la faire quand vous avez plutôt assez rapidement, quand vous avez des signes en faveur d'une hypersomnie plutôt centrale, ou que vous avez un doute diagnostique. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à refaire l'examen en ventilation spontanée après une période de sevrage de la PPC. Déjà, ça va vous donner une information. Alors, nous, en général, on demande 2 semaines d'arrêt du traitement par PPC, parce que vous savez que dans l'efficacité de la PPC, le fait de maintenir les voies aériennes, ça diminue un peu l'inflammation au niveau des voies aériennes supérieures, et c'est pour ça que certains patients peuvent avoir 1 ou 2 jours sans récidive symptomatique importante.
quand ils font des pauses de PPC, mais on essaye d'avoir 2 semaines pour vraiment retourner à l'état basal. Cette période de sevrage, elle est intéressante parce qu'elle vous dit comment a évolué le symptôme de somnolence. Le patient qui vous dit, bah moi j'ai essayé d'arrêter, mais vraiment je suis désolé, je ne peux pas, je ne dormais plus et c'était horrible, eh ben, au moins vous n'avez pas de doute sur le fait que la PPC elle a un bénéfice pour le patient et que donc ça vaut le coup de continuer et donc vous pouvez refaire à ce moment-là l'examen sur PPC. Le patient qui vous dit, j'ai une somnolence avec un Epworth à 17 et le fait d'avoir arrêté ma PPC alors que j'étais censé avoir 40 d'apnée sur un examen du sommeil, ça commence à devenir un petit peu douteux s'il n'a eu aucun changement dans ses symptômes et que donc le problème n'est pas forcément les apnées du sommeil. Ensuite, les tests de latence d'endormissement, vous allez les faire quand vous suspectez bien évidemment une narcolepsie ou des causes secondaires. Et puis, vous allez essayer de les faire avec plutôt la PPC plutôt que sans PPC pour s'assurer que le traitement a une certaine efficacité. Et bien évidemment, le test de maintien de l'éveil, ça va être obligatoire si le patient est conducteur professionnel et s'il y a un haut risque d'accident, donc tout ce qui est conducteur de poids lourd, etc. C'est assez indispensable de le faire, même si je ne suis pas sûr que ça change forcément la thérapeutique. Là, on est plutôt dans la prise en charge du risque médico-légal. Alors les examens, quand on les replace, l'examen il sert à évaluer de manière objective à la fois la sévérité de la plainte de somnolence et d'essayer d'utiliser un petit peu, d'enquêter un petit peu sur les causes. Et donc ces causes, au final, vous allez voir que on a la question de l'efficacité de la PPC, et c'est vrai que on a un patient qui avait des apnées du sommeil, on lui a donné un traitement qui est censé corriger les apnées du sommeil, et donc avant de se lancer dans la PSI, je pense que ça, c'est vraiment important de faire cette enquête étiologique qui va essayer de voir est-ce que mon traitement il est efficace. Et comment on va vérifier que le traitement il est efficace? D'une part, on va vérifier ce critère qui est très bête, qui est la durée d'utilisation, et on va regarder aussi les tendances. Un patient qui a une tendance à l'augmentation de l'utilisation de sa PPC sur une période de 2-3 mois, et qu'il a eu un épisode traumatisant, séparation, etc., c'est probablement de la dépression réactionnelle qui va apparaître. Vous pouvez aussi avoir une diminution qui est souvent un petit peu, dans les cas de somnolence, qui est souvent un petit peu au fil de l'eau, c'est on va l'oublier pendant une nuit et puis on va, au final, sur des périodes de 90 jours, perdre 10, 15, 20 minutes de manière très progressive. Et donc ça, c'est des patients qui perdent un petit peu la foi dans le traitement, qui peut-être développent des troubles du maintien également. Ensuite, vous allez regarder la répartition des périodes d'utilisation au cours de la journée. Et donc là, vous allez pouvoir mettre en évidence des siestes résiduelles. Et c'est pas pareil d'avoir un patient qui fait 8 heures d'utilisation de la PPC pendant la nuit, de 22h à 6h du matin, et qui fait pas de sieste, et qui vous dit « je suis ultra somnolent », et qui fait pas de sieste. Alors il faut l'interroger quand vous regardez, est-ce que vous faites la sieste? Oui, non. Si vous faites la sieste, est-ce que vous la faites avec la PPC? Et si vous ne le voyez pas, ça veut dire qu'il fait la sieste sans la PPC. Et donc là, il y a un petit peu d'éducation thérapeutique à faire. Et puis vous allez aussi regarder la durée d'utilisation, mais surtout la fragmentation d'utilisation, puisque quand vous avez un patient qui va avoir 2-3 pauses d'utilisation de sa PPC pendant la nuit, eh bien vous allez avoir un sommeil qui va être fragmenté. Peut-être est-ce à cause de la PPC, donc il va falloir rechercher des problèmes de fuite, etc. Mais en tout cas, c'est probablement ça qui explique qu'il ait une somnolence, parce qu'il a perdu de la continuité de son sommeil. Ensuite, vous allez vous assurer, bien évidemment, que la machine traite les apnées. Donc moi je dis toujours que les machines, elles sont efficaces à 99,9%. C'est pas complètement faux. Après, ça dépend aussi de la manière dont vous l'avez réglé. Et donc, si vous êtes en mode autopiloté, eh bien, il est parfois possible que les pressions maximales que vous ayez utilisées soient un petit peu trop basses, et donc la pression, elle plafonne avec la machine. Ça peut être en pression fixe, que le patient a pris du poids, etc., il commence à avoir des apnées résiduelles, et donc là, on a la chance, grâce aux données machines, d'avoir un index résiduel qui est quand même ultra informatif. Alors, c'est ultra informatif, ultra facile à avoir, mais c'est pas non plus une polysomnographie. Il y a plein de limites à ça. On n'a pas les micro-réveils, on n'a pas les autres causes qui peuvent perturber le sommeil, et puis s'il y a de la fuite, le calcul d'IH va être un petit peu différent. Donc ça, j'évalue un petit peu la durée d'utilisation, l'efficacité du traitement,
Et je pense qu'il y a un autre élément qui est extrêmement important, c'est le confort du patient. Et quand on reprend un petit peu les données de la littérature, l'interface, c'est quand même le problème numéro 1 chez les patients. C'est ça qui va créer les escarres nasales, etc. Et puis pour eux, c'est quand même le contact avec la machine. La machine, c'est un truc sur le bord sur la table de nuit. C'est pas vraiment la machine qui les gêne. Ce qui les gêne, c'est le masque et ce que le masque leur donne. Et donc, vous voyez ici, c'est une cohorte française avec une publication de Montpellier où ils reprennent tous les effets secondaires. Et là, sur le tableau, je vous ai mis les effets secondaires qui sont gradés à plus de 5 sur 10. Donc, quand on fait un corollaire par rapport à la douleur, si vous avez quelqu'un qui vient avec une douleur à 6 sur 10, vous n'allez pas dire prends un paracétamol. Enfin, vous allez en général agir, il est en train de crier. Et donc, c'est intéressant de voir que les effets secondaires importants de l'utilisation du masque sont extrêmement fréquents. Et vous voyez que les pourcentages se cumulent. Et donc, les fluides sont un problème, les problèmes de sécheresse, etc. sont extrêmement fréquents. Et donc, si vous avez un patient qui a corrigé ses apnées, mais qui a plein d'effets secondaires, eh bien, ça va créer de la fragmentation du sommeil, ça va créer des problèmes, et donc, ça va, au final, lui causer plus de soucis. Et donc, il faut vraiment avoir une PPC chez un patient qui a une plainte de somnolence résiduelle. Il faut que la PPC, elle soit aux oignons, elle soit parfaite, qu'il n'y ait aucune chose qui soit délétère. Vous avez les données de fuite, et donc ici, je rappelle juste que c'est la valeur du chiffre de fuite ne fait pas foi. Alors, vous avez bien sûr un patient qui a 0 litre de fuite en médiane, 0 litre de fuite au P90. Ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de fuite. Alors, peut-être qu'il n'y a pas de fuite, mais peut-être qu'il a un petit escarre au niveau du nez parce qu'il doit serrer comme une brutasse. Mais c'est pour vous dire que le chiffre, il n'est pas forcément le plus représentatif du symptôme du patient. Vous avez ici, au milieu, le grand pic qui correspond à une fuite importante mais transitoire. Donc cette fuite, elle ne va pas vous donner une élévation majeure de la moyenne. Sauf que cette fuite, si elle est survenue à 2h du mat', elle est survenue en plein milieu de la nuit du patient, elle l'a probablement réveillé, son épouse, et conséquemment, après, il a du mal à se rendormir et il a grogné, et donc vous avez beaucoup fragmenté son sommeil. La fuite prolongée qui augmente progressivement parce que la machine elle monte en pression, parce que le patient il commence à avoir le masque qui s'est détendu parce qu'il n'était pas parfaitement placé, elle peut potentiellement créer des effets secondaires, sécheresse buccale, etc. et gêner le patient. Elle peut aussi ne pas être perçue par le patient, mais par contre perturber l'efficacité de la machine, puisque quand il y aura beaucoup de fuite, elle va moins bien détecter les événements, et donc vous pouvez aussi avoir des apnées résiduelles qui vont rester, et puis beaucoup de conséquences au matin. Donc, quand on regarde les données de fuite, eh bien, déjà, ça impacte un peu le calcul de l'IH, mais en plus, ce n'est pas la valeur en elle-même qui est fondamentale. Il faut vraiment avoir cette vision de la cinétique au cours de la nuit. Ensuite, eh bien, on va sortir un petit peu de la zone de confort pneumologique et on va aller rechercher d'autres pathologies, et donc des pathologies qui ne sont pas forcément liées au sommeil, mais qui peuvent avoir un retentissement. On sait que la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, c'est associé à une somnolence importante. Le syndrome de Steiner, même quand vous les traitez par PPC, ils ont une somnolence extrêmement importante. Les troubles cognitifs aussi vont contribuer à cette somnolence et à ces troubles du rythme circadien. Vous avez bien évidemment tout ce qui va être les épilepsies, les causes médicamenteuses qu'on va revoir un petit peu après, qui peuvent participer à cette somnolence. Et puis vous avez tout ce qui va être les plaintes, les maladies un petit peu constitutionnelles, qui vont être l'hypersomnie, les parasomnies ou le syndrome des jambes sans repos, qui peuvent bien évidemment contribuer à altérer la qualité du sommeil. C'est pas parce que vous avez traité les apnées que le patient n'a pas des MPJ et que ces MPJ ne fragmentent pas, ne micro-réveillent pas. Et donc il va falloir, même si le patient avait un tableau de SAS typique, eh bien, aller recharger d'autres choses si ça n'a pas été fait avant, de voir un petit peu si en corrigeant ces éléments-là, vous n'allez pas avoir une amélioration des symptômes avant de se jeter sur les traitements éveillants. Ensuite, l'autre chose qu'il va falloir aller rechercher, et honnêtement c'est quand même probablement la raison principale de la somnolence résiduelle, ça va être tout ce qui est les troubles de l'humeur. Et alors moi je ne suis absolument pas psychiatre, je sais pas faire ça, j'aurais jamais pu, je ne sais pas pourquoi mais je ne peux pas. Mais j'arrive quand même assez facilement à voir, je ne suis pas bon pour la prise en charge, mais les gens dépressifs, ça se voit assez facilement.
Les scores HAD, c'est quand même, nous on les utilise systématiquement en hospitalisation pour avoir une baseline et ça permet quand même de détecter un petit peu les changements. Pareil, c'est des auto-questionnaires et donc il ne faut pas hésiter à les faire. Et puis pour ceux qui sont déjà diagnostiqués, eh bien aller rechercher des parts médicamenteuses. Je trouve personnellement, mais ça c'est une opinion, mais que de plus en plus on a beaucoup de patients avec des multiples traitements. Moi j'ai un biais de sélection, mais des patients avec des neuroleptiques ou des traitements qui sont vraiment cognés sur le plan psychiatrique et qui au final expliquent quand même beaucoup la somnolence. Hein. Quand vous avez de la kétiapine pour un trouble schizophrénique, c'est sûr que vous n'avez pas la pêche dans la journée. Et donc, il va falloir après regarder les questions de troubles du rythme un petit peu plus classiques, qui ne sont pas nécessairement de l'ordre de la pathologie, mais tout ce qui va être lié au rythme du patient. Il faut se poser la question de quelle est la latence d'endormissement sous PPC pour aussi bien interpréter tout ce qui va être les données machines. Je vous mets juste ici les différents médicaments, mais vous voyez que quand on prend, et donc ça, moi j'ai tout souvent avec moi parce que, comme je vous ai dit, je ne suis absolument pas psychiatre et donc parfois je ne sais pas trop, ça m'aide beaucoup pour me rappeler quels sont les traitements qui ont des effets pro-somnolents versus non somnolents. Et vous voyez que il y a certains antidépresseurs, la venlafaxine, fluoxétine, qui ont plutôt un effet positif, et tout ce qui va être des tricycliques, eh bien eux, ils vont avoir plutôt un effet sédatif. Et donc, dans la discussion que vous pouvez avoir avec vos collègues dans une prise en charge multidisciplinaire, c'est de dire, ok, tu as l'impression qu'avec les tricycliques, ça marche mieux, mais moi, mon patient se plaint de somnolence. Est-ce qu'on ne peut pas discuter d'un relais vers un médicament qui aura moins de conséquences délétères? Et vous voyez, encore une fois, les antipsychotiques sont assez importants. Le baclofène, n'oubliez pas que ça donne aussi une petite sédation, en plus de donner des apnées centrales. Et puis, vous avez tous les médicaments, les benzodiazépines, etc., les antiépileptiques qui aussi assez fréquemment vont avoir un effet sédatif, et bien évidemment les opiacés. Et tout ça pour dire que vous avez besoin d'une enquête médicamenteuse assez large, parce que souvent, sur des patients qui vont avoir de la somnolence, vous allez avoir de la comorbidité qui va expliquer tout ça. Alors ça fait jamais de mal de faire une petite biologie pour aller rechercher des causes un petit peu organiques, mais qui sont peut-être plus du rapport en tout cas pour la TSH, de l'asthénie que de la somnolence. Pareil pour l'anime, rechercher l'anémie et l'insuffisance rénale aussi. Mais après, ferritine, ça va être plutôt pour le syndrome des jambes sans repos. Et les bicarbonates, ça va être intéressant, les bicarbonates veineux pour les patients chez lesquels vous auriez un petit doute sur une hypoventilation alvéolaire, puisque chez les patients en situation d'obésité, oui, la PPC, ça fonctionne bien, mais le fait d'avoir une hypoventilation résiduelle, ça peut être quand même aussi problématique. Et donc, quand on reprend un petit peu ces différents amants-là et qu'on les met un petit peu sous forme de rond, eh bien, vous voyez qu'on va aller rechercher en numéro 1, je pense, la PPC, parce que c'est notre traitement et donc il faut qu'on s'assure qu'il soit efficace. Ensuite, on a les causes fréquentes qui vont être privation de sommeil, privation avec les troubles du rythme, que ça, on retrouve beaucoup. Et puis après, les autres pathologies et les autres traitements du patient. Et ça s'illustre bien par un travail qui n'est pas encore publié, mais qu'on a eu avec une interne. On a repris 100 patients qui avaient été adressés pour de la somnolence résiduelle sous PPC, et puis on leur a fait un bilan de 48 heures, et puis on les a évalués de manière assez complète. Et donc vous voyez que dans les causes, eh bien, au final, on a repris toutes les pathologies du sommeil, hein, donc c'est assez large et assez exhaustif. Donc vous voyez que dans 10% des cas, c'était des problèmes d'utilisation insuffisante de la PPC. Dans 15% des cas, c'était associé à des pathologies médicales type la sclérose en plaques, etc. On a quand même retrouvé des hypersonies centrales dans 15% des cas aussi, et donc ça vaut le coup d'aller rechercher. Après, on a des problèmes médicamenteux ou des troubles du rythme. On n'a pas retrouvé de diagnostic chez certains, dans 25% des cas. Et après, la pathologie psychiatrique qui revenait en numéro 1. Et vous voyez que ça fait plus de 100%, ce que je vous ai dit. Et au final, il y a beaucoup de causes qui sont entre guillemets, associées. Et donc ici, c'est représenté les mêmes résultats de manière un peu différente. Mais vous voyez que sur ces patients-là, eh bien, on a plusieurs éléments qui expliquent. Hein. On a le fait qu'il ait sa pathologie, une pathologie médicale, c'était un Parkinson, qui ne se sert pas assez de sa PPC, qu'en plus il est des sédatifs et qu'en plus il a une pathologie psychiatrique. Donc là,
vous pouvez vous dire que ce patient-là va vous prendre du temps en consultation et il est possible que vous n'ayez pas forcément de solution. Voilà, ici, c'est des somnolences pour lesquelles on n'a rien retrouvé. Donc, après, là, on peut vraiment discuter du traitement. Ensuite, en cause isolée, la deuxième cause, c'est les troubles psychiatriques. Et ce qui était intéressant dans cette étude-là, bon, c'est une donnée un petit peu complémentaire, c'est qu'au final, eh bien, la plainte de somnolence a été relativement bien corrélée au test de latence d'endormissement. Vous voyez que la corrélation elle est significative, mais c'est quand même pas complètement parfait, et ça explique que 20% de la somnolence, en tout cas, qu'on peut expliquer par un test de latence d'endormissement. Donc au final, une fois qu'on a vu un petit peu toutes ces études, qu'on a fait tout le bilan du patient, eh bien, il va falloir traiter la cause et ça va bien évidemment dépendre de la cause qui a été identifiée. Et donc si c'est un problème de PPC, il faut l'adapter. Si le patient ne dort pas assez, il faut qu'il dorme plus. Si c'est des toxiques, eh bien, il faut voir si on ne peut pas les arrêter. Et puis après, malheureusement, quand c'est des troubles psychiatriques ou des troubles neurologiques type Alzheimer, eh bien, on ne peut que constater que il y a une somnolence et pas forcément agir. Après, chez des patients qui ont un retentissement clinique important, on peut se poser la question du traitement éveillant. Et donc les traitements éveillants... Pardon, ouais. Quand on trouve rien, on joue en patience. Eh ben, quand on trouve rien, alors je pense que ça vaut quand même le coup d'avoir une évaluation psychiatrique, puisque même si on fait des scores, des échelles, etc., ça vaut le coup de voir ça. Si le patient n'a strictement rien, qu'il n'a pas de narcolepsie, qu'il n'a pas d'hypersomnie, eh bien il a une plainte de somnolence résiduelle sous PPC. Je pense que c'est plutôt un bon candidat pour le traitement. Le traitement stimulant, c'est à partir du moment où il y a un retentissement. Et honnêtement, moi, l'avantage d'avoir des longs délais de consultation, c'est que la vie des patients a tend de beaucoup évoluer. Et donc, j'ai beaucoup de patients qui sont venus à un moment en me disant j'ai de la somnolence résiduelle, en posant les questions un petit peu d'interrogatoire, je ne retrouvais pas, l'observance a été bien, l'IH était bien. Donc, je leur disais, écoutez, j'entends votre plainte, on va faire le bilan parce que là, je ne vois rien de parfait. On les programme en bilan de 48 heures, le bilan de 48 heures retrouve rien, donc le bilan de 48 heures en général il est 6-7 mois après, et moi, ma consultation, bon, je les vois en général 1 an après, donc c'est une plainte de somnolence chronique, mais ça c'est important parce que, voilà. Et donc quand je les revois, je leur dis, écoutez, je suis un peu embêté parce que, voilà, vous n'étiez pas déprimé, vous n'étiez pas machin, et ils me disent, ouais, mais j'ai changé de boulot, et ça va mieux. Ouais, moi mon patron est parti et ça va mieux. Donc, voilà, c'est pas que les patrons, ça peut être les époux, etc. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent évoluer en 1 an. Et c'est vrai que c'est des patients, parce qu'en plus on avait des protocoles, je prévenais mon attaché de recherche en disant là je vais avoir un patient, il a tous les critères, on va le mettre sous traitement et on va rentrer dans le registre. Et puis au final on ne le rentrait pas parce que voilà. Ça c'est la première cause au final non-traitement. Et puis, ouais. Vous parlez de troubles du rythme, mais dans votre diagramme préalable, sur la diapo d'avant, vous n'aviez pas de patient qui avait des troubles du rythme. Il y avait une cause médicale. Alors nous, on avait, dans la limite de cette étude, c'est qu'on n'avait pas d'agenda de sommeil. Donc après, on avait le trouble du rythme, on l'a classé dans insufficient sleep syndrome. Dans les horaires déclaratifs de sommeil, on était sur une durée de sommeil qui était inférieure à 7 heures. Et ce sont des troubles du rythme de quelle nature? Alors après, ça va être des troubles du rythme, des troubles du rythme, de retard de phase, des choses comme ça. D'accord, merci. Et donc ça, effectivement, c'est des choses qu'on va adresser avec mélatonine, luminothérapie, etc. Et donc après, le patient chez lequel j'ai rien, donc celui où j'ai pas de cause, alors ça peut être j'ai pas de cause, ça peut être un patient qui a une pathologie psychiatrique avec un traitement qu'on ne peut pas toucher, mais qui a ce symptôme-là, et donc là on peut se poser la question du traitement en plus. Bon, la maladie d'Alzheimer en général, il n'y a pas trop de raison d'aller parce qu'ils n'ont pas de... le rapport bénéfice-risque est un peu difficile à évaluer, mais chez les patients qui vont avoir une plainte, ça peut être justifié, même s'il y a une cause qui est identifiée. Et après, moi, la deuxième question que je pose aux patients, c'est, donc voilà, je pense que c'est ça, je pense que c'est là. Est-ce qu'on peut mettre des mesures sans médicaments pour corriger ça, adapter la machine, etc. Oui, non. Si tout est parfait, eh bien après, moi je peux vous proposer le traitement, je vous explique quels sont les risques, est-ce que vous le voulez ou pas. Et donc là, c'est la deuxième raison pour laquelle j'ai beaucoup de patients que je ne vais pas traiter, parce qu'ils me disent, je préfère faire la sieste, et au final, ce qui pose la question de pourquoi ils m'ont embêté
Ah, mais vu que nous, on pose la question de est-ce que vous êtes somnolent, on ne peut pas les blâmer de dire bah oui. Mais après, la question, c'est jusqu'où on va dans les explorations. Eh bien, ça, maintenant, j'ai appris, c'est avant de me lancer dans tout le bilan, je leur dis voilà quelles peuvent être les choses qu'on fait et quelle va être la conséquence. Si je ne trouve rien, c'est un médicament, machin, c'est ça les effets secondaires, etc. Et il y en a certains qui me disent ouais, bon, voilà, on arrête là. Et donc ça, c'est effectivement une petite question qu'il faut avoir maintenant un peu l'habitude avant de se lancer dans tout le traitement un peu avant. Si vous faites Ouais. Non. pour les patients Alzheimer, Ouais. premièrement, c'est des patients qui sont très difficiles à appareiller. Ouais. Et deuxièmement, si on les appareille, c'est très difficile à interroger aussi. Tout à fait. Avoir vraiment une idée précise. Est-ce qu'ils sont somnolents ou pas? Non, là, j'ai repris la conférence, enfin je suis tout à fait d'accord, enfin, moi je ne le mettrai jamais, c'est juste que quand on a listé dans la conférence de consensus toutes les causes de somnolence, voilà, c'est une étiologie, donc on peut la citer comme participant. Après, est-ce que chez un patient Alzheimer, ça fait sens de faire ça? Je prends, voilà, même la question du bénéfice sur la somnolence, de la PPC, c'est vraiment pas évident. Mais, donc ça, ce qui était intéressant, c'est qu'avant, on n'avait pas vraiment de médicaments qui avaient les AMM pour ça. Il y avait des personnes qui utilisaient le modafinil. Et donc le modafinil, c'est un traitement stimulant, donc bien évidemment, ça marchait. Et donc là, le solriamfétol, c'est aussi un médicament qui est stimulant et qui est indiqué dans d'autres indications. L'intérêt, c'est que ça a été évalué chez des patients qui avaient une plainte de somnolence résiduelle sous PPC. Alors, bien évidemment, on peut se poser la question dans cette étude de toutes les étapes avant qu'on vient de décrire, est-ce qu'elles ont été faites de manière parfaite? Probablement pas, mais en tout cas, il y a cette plainte de somnolence et quand on donne un traitement éveillant, eh bien, globalement, il va y avoir un bénéfice sur la somnolence subjective et sur la somnolence objective qu'on évalue ici par le test de maintien d'éveil et par les PORS. Et vous voyez que ce bénéfice il survient assez rapidement et que donc là c'est différentes doses de traitement, mais à partir du moment où vous avez débuté le traitement, vous avez une bonne efficacité qui va survenir et donc pour les patients c'est un traitement où vous n'avez pas besoin d'attendre 3 mois pour avoir les effets. C'est un traitement qui peut être aussi utilisé, alors ça c'est des discussions un peu philosophiques, hein. Moi ça dépend un petit peu des visions de chacun, j'ai pas d'avis extrêmement tranché sur la question. Moi personnellement, si j'avais un SAS et que j'étais somnolent, je prendrais pas du solriamfétol pour juste pas être somnolent, je quand même la machine. Mais bon, après, il y a toute cette question des patients qui sont non-observants. Et donc, si vous avez des patients non-observants et que vous ne traitez pas la cause et que vous traitez juste la conséquence, eh bien, ça va avoir une certaine efficacité. Bon, ça, c'est des raisonnements qui sont peut-être un petit peu à courte vue, hein, parce que si vous avez un vrai SAS sévère avec le risque cardiovasculaire et la somnolence, et qu'en plus vous gardez votre hypoxie burden, et qu'en plus vous rajoutez quand même des médicaments qui sont dérivés, qui ne sont pas des amphétamines, mais dont il n'est pas exclu que dans 10-15 ans, on retrouve des conséquences comme on a pu avoir avec le Mediator. Moi, je suis un peu dans l'interrogation vis-à-vis de ça. Alors après, en tout cas, en France, on est sur ordonnance standard, et puis on commence à 37,5, pardon, et puis si le patient n'est pas contrôlé avec des paliers de 2 semaines, on va pouvoir augmenter les doses. Voilà. C'est probablement, en tout cas dans notre expérience, le traitement qui va être le plus efficace, mais parce que c'est un traitement qui est aussi très efficace pour narcolepsie, etc. On a un autre médicament qui est le pitolisant, qui lui aussi est un médicament qu'on utilise dans les hypersomnies, qui lui aussi a été validé contre placebo chez les patients qui avaient une somnolence résiduelle sous PPC, avec une amplitude d'effet dans les études qui est quand même un petit peu moins marquée que celle du Sunosi en termes de diminution de la somnolence, mais et là encore un effet qui va avoir 2-3 semaines à venir parce qu'il y a une escalation de dose progressive. Et puis là aussi, ça a été utilisé chez des patients qui n'avaient pas de PPC. Ce qui est intéressant à voir là-dessus, c'est que quand même, vous avez une amélioration avec le placebo qui n'est pas maintenu dans le temps, mais le fait de s'occuper des patients, c'est quand même aussi un élément qui améliore la somnolence. Et donc le pitolisant, lui, ça va être à des paliers de 4,5 mg avec des escalations de dose progressives. Honnêtement, il y a quand même pas mal d'effets secondaires, enfin, voilà, de nausées, de vomissements. Moi,
j'ai assez peu de patients chez lesquels j'ai initié un traitement qui ont continué ce traitement sur le long terme. J'en ai quelques-uns avec du Sunosi, mais sur des profils d'utilisation qui vont être un peu plus à la demande. Et c'était voilà, des professions à garde, enfin, des médecins, où j'ai toujours eu un peu de mal à être sûr que c'était pas pour de la performance professionnelle plutôt qu'une vraie plainte, parce qu'en général, ses collègues en vacances étaient beaucoup moins somnolents et avaient des spécialités à garde. Donc c'est toujours un peu la question de ce qu'on traite. Voilà. Après, il y a une plainte et il faut savoir y répondre, mais voilà. Ensuite, dans les autres médicaments, donc il y a des médicaments stimulants classiques, modafinil, méthylphénidate, qui sont en tout cas non recommandés aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas d'AMM spécifique. Après, le nombre de patients qui en ont maintenant est quand même assez élevé, mais je ne suis pas sûr que ça soit parfait. Attention, toutes ces molécules, elles ont des potentielles conséquences, notamment l'hypothèse sur la chimie cardiovasculaire, donc il faut faire une évaluation cardiaque, ce d'autant qu'on a des patients qui ont des comorbidités cardiovasculaires, parce que c'est en général pas des patients jeunes, des patients en situation de surpoids, bref, tous les facteurs de risque du SAS qui sont là. Il faut surveiller donc les paramètres cardiaques un petit peu simples, et puis c'est des traitements stimulants, et donc vraiment vérifier tout ce qui va être humeur, etc. Alors j'en ai eu un, pas plus il y a 2 semaines, qui, sous pitolisant, a eu 3 épisodes où il a arraché les cheveux de sa mère. Donc, un petit conflit. Alors c'était un Prader-Willi, donc il y avait un terrain psy, les Prader-Willi sont une petite impulsivité, c'est pas des enfants malheureusement qui sont faciles à gérer, mais voilà, c'est bien évidemment une cause d'arrêt du médicament. C'est stimulant, donc ça stimule, et parfois il y a des choses qu'il ne faut pas trop stimuler chez les gens. Et donc voilà, dans le suivi, il faut aller bien évidemment surveiller l'efficacité du traitement. Et alors, si vous avez un patient qui a une somnolence résiduelle sous PPC, à laquelle vous donnez un traitement éveillant, et qu'en plus il est observant et qui se plaint toujours de somnolence, là, je pense que vous pouvez retourner quand même, refaire votre examen et vraiment aller creuser la piste psy voilà, et re-questionner un petit peu quels sont les symptômes et quelle est vraiment la définition de la somnolence, parce que je pense que là, on est vraiment... Bon, alors ça peut arriver, mais ça sera probablement une hypersomnie idiopathique ou des choses comme ça. Donc au final, la somnolence sous PPC, c'est un problème fréquent parce qu'il y a beaucoup de patients, mais au final, avec une démarche diagnostique qui est bien menée et qui ne va pas forcément utiliser la polysomnographie largue à main nue, vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments d'interrogatoire, d'analyse des données machines, eh bien, on peut arriver à améliorer les choses. Et puis, dans certains cas, si on a tout fait, eh bien, on peut proposer un traitement, mais dans la pratique, ce n'est pas forcément la situation la plus fréquente, en tout cas dans mon activité. Je reprends juste les différents éléments qu'on a vus avant qu'on passe un petit peu au cas clinique. Étape 1, on évalue de manière subjective les symptômes et on évalue la sévérité, le retentissement de tout ça. L'étape numéro 2, on va aller rechercher des éléments objectifs si on en a besoin pour essayer d'avancer, et on sera assez stringent sur la polysomnographie si on a des signes d'alerte. On explore toutes les causes, et donc là, il y a vraiment 6 grandes cases qu'il faut aller rechercher. La machine en elle-même, les médicaments, le rythme de vie, les durées de sommeil, les troubles psychiatriques, les troubles neurologiques, et bref, toutes les maladies qui peuvent être associées. On va essayer d'adresser ces différents paramètres-là pour justement être sûr de traiter la cause et de pas seulement traiter la conséquence. Et si après tout ça, on a quand même une plainte qui persiste et que le patient est demandeur d'un traitement, en ayant bien compris que c'est un traitement qui peut avoir des effets secondaires au long cours, ou des effets secondaires même aigus, dans le pitolisant. Moi, j'ai pas mal de nausées, d'intolérance digestive. Et bien à ce moment-là, on peut commencer le traitement. Mais si on commence un traitement, c'est un patient qui n'est pas un patient lambda, et donc il doit avoir un suivi régulier avec un spécialiste du sommeil. Donc toute cette partie-là, je vous ai repris un petit peu, voilà, c'est vraiment basé sur les recommandations de la Société du sommeil. J'y ai participé, mais de manière très minime, parce que j'ai surtout participé à la partie respiratoire. C'est un très bon manuel de médecine du sommeil, parce qu'au final, la somnolence sous PPC, c'est la somnolence au sens large, et je trouve que ça se lit relativement bien et simplement, et ça permet de tout balayer.
On passe un petit peu au cas clinique. S'il vous plaît, une question. Ouais, monsieur. Parmi les examens que vous avez demandé, c'est la PSG. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai un patient que j'ai fait des diagnostics de SARS sous PG. Il est symptomatique, il est somnolent avant, l'écoute est élevée, je l'ai mis sous appareil, mais il rapporte une somnolence résiduelle. Donc, dans la PSG, qu'est-ce que vous cherchez exactement? Ouais, alors, ce qu'on va chercher dans la PSG, il y a PSG et PSG. Donc, après, effectivement, dans l'interrogatoire, et selon ce qu'on va aller rechercher, si par atteindre ton interrogatoire, tu as beaucoup de signes en faveur d'une hypersomnie primitive, enfin, il a des cataplexies, tu peux avoir des éléments qui vont te faire plutôt orienter vers une polysomnographie neurologique, recherche de narcolepsie, endormissement, etc. Sur la partie strictement respiratoire, ce qu'on va aller rechercher, c'est des micro-réveils qui sont induits par ou bien des fuites ou bien par des événements résiduels qui ne sont pas détectés par la machine et de rechercher aussi une hypoventilation alvéolaire sur des patients qui vont être un petit peu à risque, patients en situation d'obésité ou patients BPCO, parce que là, l'hypoventilation peut être une cause de somnolence résiduelle. Mais ça va être une analyse plus précise que les données machines, et donc avant moi de me lancer dans la polysomnographie, je récupère quand même les données machines pour m'assurer que l'IAH qui est donné par la machine est bien un IAH exact, et on verra justement dans les cas cliniques que ça vaut le coup d'aller chercher ça, parce que parfois c'est pas forcément parfait. Mais quel est l'intérêt de chercher une élevé? Parce que moi, dans la PJ, j'avais déjà un IH qui est supérieur à 30. Donc, ouais. Même si ça va arriver, c'est-à-dire que c'était pas un IH bas, et moi je l'ai mis pas sous 13. Ça sera PSG sous PPC dans ces cas. C'est-à-dire que le réenregistrement sans machine, nous on le réserve aux patients qui ont un ACH initial inférieur à 30 pour vérifier. Si c'est un mec qui a 70 d'IH, à ce moment-là, je fais la polysomnographie sous PPC, avec les réglages actuels. Et donc, à ce moment-là, on a vraiment l'efficacité de la PPC, et ce qu'on va voir, c'est s'il n'y a pas des micro-réveils, des montées en pression inadéquates, c'est-à-dire que tu vois tes courbes de pression qui sont complètement, tes courbes de débit qui sont complètement normales, et tu vois que la machine, elle commence à monter en pression, elle va passer de 7 à 10 en 5 minutes, et bien ça peut participer à de la fragmentation du sommeil, et donc voilà, donc tu vas rechercher tous ces éléments-là de comportement machine, de vraiment contrôle parfait de la ventilation, sans micro-réveil, etc., sans activation autonomique, sans apnée centrale, par exemple, qui peuvent émerger. Et donc ça étudie les stades de sommeil parce que parfois... Alors, bien sûr, avec et du coup, mais ça c'est plutôt la partie, on va dire, un petit peu neurologique. Tu auras bien évidemment la durée du sommeil, la diminution, voilà, si le patient, quand il vient à sa polysomnographie, et qu'il te dit qu'il dort 6 heures d'habitude et que là il va dormir 6 heures mais il fait quasiment que du sommeil en profond parce qu'il est en tête, ça te donne aussi des informations. Donc on est vraiment polysomnographie, stade de sommeil. Après les stades de sommeil ils vont être surtout informatifs. Si tu fais un bilan de 48 heures avec des types pour rechercher une narco et que tu vas avoir un endormissement en SP, etc., ça peut survenir notamment chez des patients un petit peu jeunes qui ont été diagnostiqués d'un SARS parce qu'ils sont en surpoids, qui ont un IH à 30-32, et en fait, en traitant, ils ont de la somnolence, et en réinterrogeant, en fait, ils avaient un peu des cataplexies. Ils pensaient que c'était des endormissements parce que ils avaient par ailleurs une vraie somnolence en rapport, et donc tu peux retrouver parfois nous on a retrouvé quelques narcolepsies de type 1. Ouais. Est-ce que dans votre patientèle, vous aviez eu des patients qui ont eu une chirurgie bariatrique? Parce que la chirurgie bariatrique peut induire dans le paradigme de somnolence, peut induire plusieurs choses, diminution du besoin de la PPC après l'apparition de troubles psychiatriques dans le suivi post-chirurgical. Est-ce que vous avez eu cette expérience? Alors, j'en ai pas qui me reviennent en tête. Dans la majorité des patients en situation d'obésité qui ont eu la chirurgie bariatrique, c'est plutôt intolérance, ils rentrent plutôt dans cette case-là. Alors après, ces patients-là peuvent tout à fait avoir ces autres causes. Je pense qu'un patient si on est dans un parcours de soins d'un patient qui a eu une chirurgie bariatrique et qui a été appareillé par ailleurs précédemment, je pense que ça vaut le coup, avec la perte de poids, quand même, de contrôler effectivement les choses. Parce que même si les machines, elles ont quand même tendance à... toutes n'ont pas les mêmes algos, et il y en a certaines qui ont tendance à maintenir des pressions élevées, même si le SAS s'est amélioré. Et donc, sur un patient comme ça, j'aurais tendance à refaire aussi l'examen du sommeil en ventilation spontanée pour corriger ça.
Après, j'ai pas de cas là qui me viennent en tête de patients traités et qui ont développé une somnolence. Mais il est possible qu'on ne me les adresse pas non plus parce que la filière nutrition est très centrée sur juste le SAPS. Enfin, c'est un bon point, il faudra que je leur demande. Alors bon, toutes les images ici sont générées par moi, c'est pas des vrais patients. Et donc là, on va discuter de quelques cas cliniques. Et donc là, on a un patient de 55 ans qui est adressé parce qu'il trouve que son traitement par PPC, pression fixe, PEP9, est inefficace. Et lui, il avait un IH supérieur à 28. Alors ça ne se ressort pas très bien, mais bon, il a le nez un petit peu rouge. Je ne sais pas si on voit très bien sur... pas mal. Donc, ça, c'est les données. Je vois, peut-être vous laisse un petit peu. Qui veut commencer? Ok. Ok, bah, ouais, très bien. Les fuites auxquelles on a ultra élevé, mais pas ça élevé. Ouais. Or, on sait que les machines de BPC, ça reste quand même relativement sensible et donc on peut avoir des faillances de reconnaissance en termes d'événements. Ouais. L'évaluation d'efficacité peut se faire aussi sur ce point-là. Et puis après, il est au-delà de 4 heures, parce que ça correspond réellement à ses besoins de sommeil. Parce que ça se trouve, son besoin de sommeil, c'est 8 heures et donc là, sur ce débat, très bien. Peut-être que la durée de sommeil, elle est pas suffisante. Peut-être qu'il y a un petit peu de fuite aussi. Bon, l'IH ne semble pas complètement faux et le niveau de fuite, il est... bon, donc première vision, ok. Maintenant, tu as ça. Bon, bah. Incohérence entre le cadre d'utilisation régulier et la régularité en fait Et donc, alors... Il y a un seul non, il n'est pas insomniaque. En tout cas, il y a des éléments positifs, c'est qu'il essaie. Enfin, on peut pas lui jeter la pierre. Et tous les jours. Donc, ça, je trouve que c'est positif. Voilà, ça veut dire qu'il y a quand même un petit truc. Donc, effectivement, on a envie d'aller un petit peu chercher et d'essayer de comprendre ce qui fragmente son sommeil. Donc là, c'est les données que j'ai prises sur une nuit. C'est les points, ça fait penser des fuites de chevet. Ouais. Et sur la fin, il y a des fuites en fait pour le nombre des déplacements de masse. Donc là, ok. Il n'arrête pas de monter. Donc il y a quand même... 4 tentatives. Il y a 4 tentatives. Enfin, ouais, donc on a vraiment un schéma qui est... alors c'est toujours pareil, enfin, quand on a le patient, c'est plus simple, hein, mais à chaque fois, il s'est manifestement réveillé. Enfin, s'il avait réussi à s'endormir, là, peut-être qu'il ne s'est pas endormi là. Mais il a essayé, et il y a quelque chose qui l'a réveillé, et il se dit, bon, il faut que je remette. Là, on peut se dire qu'il a quand même fait un petit cycle de sommeil, en tout cas, on espère pour lui. Mais qu'à un moment, il a fini par se réveiller. Alors, est-ce que c'est la fuite qui le réveille? C'est pas un niveau de fuite majeur. Voilà. Mais bon, c'est une petite pause. Peut-être qu'il y a une petite conviction là. Et puis après, il remet. Là, peut-être qu'il fait un deuxième cycle de sommeil. Là, il galère. On ne sait pas ce qu'il fait. Et puis après, il remet une dernière fois. Et effectivement, sur la dernière partie, la fuite peut être considérée un petit peu comme dînant. En fait, le patient, dans ce qu'il rapporte, c'est des grosses douleurs d'interface, voilà, et des problèmes de sécheresse aussi importantes. Et donc, dans la prise en charge du patient et de la plainte de somnolence de patient, ce qu'on a proposé, c'était effectivement d'aller changer l'interface, de prendre une interface. Alors pour le coup, on a essayé des coussinets qui ont plutôt bien marché, et on a quand même un petit peu diminué le niveau de pression aussi. On a supprimer la rampe parce que moi j'aime pas trop les rampes d'une manière générale, surtout en mode auto, et puis ça a plutôt bien fonctionné pour lui, et donc pour lui ça servait strictement à rien d'aller sur les autres explorations du sommeil parce qu'on était... Il y a un humidificateur qui a été mis en place. Et oui, on a rajouté l'humidificateur. Ouais, pas tous. Voilà, on va 88 ans.
34 d'IAH, et elle a été épargnée en 2007. Donc on est vraiment dans la situation des patients qui ont eu quasiment 20 ans de PPC. Et donc là, moi, elle a été suivie de manière un petit peu régulière. Elle dit que depuis 2-3 ans, quand même, elle se rend compte que le traitement ne fonctionne plus. Alors. Ouais. Donc, une pression à 12, un EPR aussi en continu. Elle a 11 heures d'observance. C'est quoi les symptômes relatés par la patiente? Ouais, c'est plutôt de la somnolence. Ouais. Somnolence. Elle continue à se sentir somnolente malgré. Ah non, ouais, elle a eu une période où ça allait bien pendant assez longtemps. Depuis 2007, elle a eu vraiment une grande lune de miel et depuis 2 ans, c'est moins bien, elle est un peu somnolente et elle a perdu un petit peu de son élan vital. 88 ans, ça peut diminuer un peu. Ouais. Les fuites, ouais, il y a un peu de fuite, ouais. C'est pas. On regarde quand même, donc ça montre vers ça. Et donc là, ce qu'il y a là, c'est qu'on voit quand même qu'il y a des petites siestes qui surviennent de manière assez fréquente, alors qu'elle n'avait pas du tout ça avant, et que donc une partie de l'observance, c'est ça. Dans les autres éléments qu'on peut voir, c'est peut-être un peu petit, mais c'est en général un début à 20h30, 21h, et donc et un lever par contre extrêmement militaire à 8h. Quand vous avez un réveil à 8h, toute l'année, tout le temps, c'est un signe que quoi? Que c'est pas vous qui vous êtes en EHPAD. Voilà. Donc ça, c'est l'utilisation. Donc l'utilisation pour un nuit, donc effectivement, quand on regarde, on a peut-être quelques petites pauses, mais quand on regarde sur les données journalières, eh bien, on voit quand même qu'il y a des mini-pauses à peu près toutes les heures, avec des périodes un petit peu plus longues. Quand on regarde maintenant avec donc on a ça avec des nuits sans fuite, avec effectivement des nuits qui vont avoir un peu plus de fuite, mais toujours en coucher à 20h. On a accès aux données détaillées? Alors là, je les ai pas mises. On pourrait imaginer aller regarder les données détaillées sur, par exemple, les 2 ou 3 derniers jours, pour aller voir vraiment du coup ce que donne la courbe de débit, et voir un petit peu s'il y a des choses qui apparaissent versus ce que la machine a dit. Tout à fait. L'examen sur PPC. Il faut refaire l'examen de. Alors on peut, après, ça, je vous montre les courbes, je vous fais biaiser le truc, mais en reprenant l'interrogatoire de la patiente, ce qui s'est passé il y a 2 ans, c'est qu'elle a été elle vivait seule et qu'elle est partie en EHPAD. Voilà. Et donc, ça, je sais que vous n'avez pas l'information, c'est juste pour discuter les trucs. Et voilà, et que du coup, il y a un tableau comme ça qui s'est installé, qui faisait qu'elle avait, elle se faisait chier comme pas possible dans sa maison de retraite. C'est pour ça qu'elle faisait 2 heures d'utilisation, parce que ça la berçait un petit peu, ça le coupait. Le coucher tôt, c'est l'EHPAD, et le réveil à 8 heures, c'est le tour des PNM pour le change. Et donc, voilà, et donc 88 ans de toute façon. Elle n'est pas allée à la polysomnographie à 88 ans, même si elle est plutôt bien. La question de si je trouve quelque chose, est-ce que vous voulez un traitement? Elle a dit non, moi je veux aller là-haut, mais c'est tout ce qu'il y a. Autre patient, 63 ans. Alors lui, je l'ai récupéré en second suivi. J'ai jamais réussi à récupérer l'examen initial. Il a été mis sous PPC aussi depuis assez longtemps. C'est une longue dépression. Et lui, il se plaint aussi, il vient me revoir parce qu'il a une plainte de somnolence. Donc là, je passe juste un peu vite. On a plutôt une bonne utilisation, voire trop d'utilisation de la PPC. Une PPC, vous pouvez voir les pressions. Alors, une ResMed qui est à 5 de médiane, on peut vraiment se poser la question parce que là, les ResMed, c'est quand même des machines qui ont un algorithme qui monte assez facilement. Les fuites, c'est clairement moins bien parce qu'on est à 5,4, 27, donc il y a un gros delta. Et puis moi, en fait, lui, il a un pattern d'utilisation, encore une fois, couché à 20h. Alors lui, il n'est pas réveillé en EHPAD,
Mais en fait, ce que j'aimais bien dans cela, c'est qu'on voit l'aggravation de sa dépression. En fait, il commence à être hospitalisé sur les dernières semaines parce qu'il n'était absolument pas stabilisé. Dans les données machines, effectivement, on voit que, alors, on peut se poser la question du comportement de la machine en rapport avec les fuites, puisque vous voyez que la machine a tendance à diminuer les pressions quand on a les fuites qui apparaissent de manière assez systématique. Honnêtement, voilà, lui, très très dépressif. Donc lui, on l'a reprogrammé pour refaire un examen du sommeil pour voir vraiment la réalité. Et lui, sa plainte, enfin, je n'ai pas encore le résultat parce qu'il n'est pas encore arrivé, mais lui, il aura probablement un IAH à 15 et pas vraiment besoin de PPC. Mais je peux vous garantir qu'il pourra garder la PPC. Une petite sclérose en plaques, petite Maïs 78 ans, somnolence résiduelle. Et donc elle a, vous voyez, c'est réglage 14-20 de pression. Ok. Donc là, je regarde les données machines. Ok, donc vous avez, voilà, du coup, l'IAH résiduel, on sait qu'il est, mais là, on n'a pas besoin de faire de la polysonographie. On a les pressions qui plafonnent à 18,1 en 95e percentile. Donc moi, je la vois en consultation à ce moment-là. Qu'est-ce que vous auriez fait? Je vous remets juste la vidéo, parce que là, cette fois-ci, j'ai laissé l'information. Alors, non, on pourrait se poser la question de la VNI, mais l'interface. Nasobuccale. Les flux sont très élevés. Les fuites sont élevées, ouais. Moi, je l'ai vu là. L'interface est catastrophique, c'est pour ça que tu as changé l'interface. Voilà. Masque nasobuccal, IAH élevé, passage en masque nasal. Et plus à diminuer les pressions. Voilà. Et donc là, c'était clairement un problème d'interface. Et je vous mets juste celle-là rapidement, parce que c'est gros as, en APAP, douleur chronique, SOH. Les données machines sont plutôt une utilisation assez régulière, un pattern d'utilisation, un pattern de fuite qui est très variable. Vous voyez ici que les fuites, elles ne sont pas parfaitement contrôlées pendant la nuit. Et c'est juste pour vous montrer que les données machines sont parfois, les IAH machines peuvent être très faux. Vous voyez ici, hein, on n'a pas les courbes, mais c'est quand même, on peut difficilement faire mieux que comme apnée centrale sous PPC. D'accord, elles sont classifiées comme données comme obstructives par la machine. Et donc c'était vraiment un problème plutôt d'apnée centrale avec les opiacés, etc., qui pouvait expliquer tout ça. Et voilà, j'arrête. Merci beaucoup, Marc, pour votre didactique qui a suscité beaucoup d'intérêt dans la salle. Donc, s'il vous plaît, on passe au symposium qui commence tout de suite à 10h. Merci.